Good Morning Business, le grand débat. Vous avez entendu, j'imagine, parce qu'il avait laissé son micro ouvert. Marc Fiorentino, qui n'aime pas les licornes. Marc Fiorentino est avec nous. Benjamin Louvet, gérant en matières premières chez OFI Asset Management, et Jean-Marc Daniel. On va, je ne sais pas s'il faut se réjouir. On est partagé avec Stéphanie. Est-ce qu'il faut se réjouir que l'Europe a réussi à trouver du gaz grâce au GNL, ou est-ce qu'il faut se désespérer que le monde consomme de plus en plus et toujours plus d'hydrocarbures, du pétrole, du gaz, du charbon. On a encore battu en 2022 des records, Benjamin Louvet. Oui, on a encore battu le record de consommation de charbon. On est en passe de battre le record de consommation de pétrole cette année. L'Agence internationale de l'énergie a même revu encore à la hausse ses objectifs de consommation pour 2023 à presque 102 millions de barils par jour. Donc on est vraiment dans une situation où tout le monde sait depuis des années qu'on doit faire une transition énergétique, qu'on doit se débarrasser des énergies fossiles pour conserver une planète vivable avec un réchauffement climatique limité. Et pourtant, on continue à foncer droit vers le mur. Donc il y a le problème sur ce dossier, c'est qu'il y a des injonctions contradictoires absolument terribles. Je prendrai un exemple. Dès que le prix du pétrole monte, ce qui est un signal pour pousser la consommation à la baisse, et bien immédiatement, on a les États qui mettent en place des subventions parce que socialement, c'est intenable. Et donc, en faisant ça, on annule le signal prix et la consommation continue à progresser. Et donc, tout ça, ça nous amène à la situation où on est aujourd'hui, où on a une situation où la consommation de pétrole, ne faiblit pas avec des États qui se développent. Cette année, c'est essentiellement la Chine et l'Inde qui vont tirer la consommation à la hausse. Et une production, de l'autre côté, qui est contrainte, puisque on a mis sur ce sujet-là, en tout cas en adéquation nos paroles avec nos actes, en demandant aux entreprises d'investir moins. Et donc on se retrouve dans une situation où on a une production de pétrole qui a tendance à se stabiliser, voire à décliner un petit peu, et en face de ça, une consommation qui ne cesse d'augmenter. On sait malheureusement comment tout ça se termine. Marc Fiorentino. Hausse des prix. Hausse des prix. La fin des hydrocarbures, c'est pas pour demain. Non, ce qui me fascine, il y a deux choses qui me fascinent. C'est d'abord à quel point les États-Unis remportent la mise. C'est quand même assez fascinant, hein, et on voit là, les exportations de pétrole vers l'Europe en hausse de 45%, les exportations de GNL en hausse de 141% des États-Unis. Donc eux, ils ont tout raflé. Et eux, je veux dire, on le disait avant le débat, mais il y a la moitié des États-Unis qui va continuer à investir dans le pétrole, qui va continuer le Texas notamment, et qui va continuer à refuser d'investir dans les fonds qui refusent d'investir dans le fossile. Donc il ne faut pas quand même totalement s'inquiéter sur le fait qu'il y aura un manque d'investissement, parce que je pense qu'il y a une partie des États-Unis qui a compris qu'il faut continuer à investir là-dessus. Et le deuxième élément qui me frappe, et on en est victime encore une fois en Europe, c'est cette hypocrisie massive. C'est-à-dire que d'un côté, effectivement, on n'a pas d'autre solution sur les 15, 20, 25 ans. Et puis j'imagine que d'ailleurs c'est le cas de Benjamin, les grandes sociétés de gestion spécialisées sur les matières premières qui n'ont pas le droit. Donc elles vont passer à côté d'opportunités. Non, enfin, je pars sous c'est pas une question de droit. On a le droit. Après, c'est une question de choix. On a. C'est un choix forcé, c'est-à-dire vous. Non. On est militant. On a une volonté d'engagement sur la partie investissement dans les sociétés, sur la partie pétrole en tant que telle. On a décidé de ne plus investir dans ce secteur-là. Ça nous semblait la solution la plus raisonnable. Maintenant, on a des politiques d'engagement avec un certain nombre de sociétés dans lesquelles on est toujours investi, parce qu'on pense que ces sociétés, pour certaines présentes dans le pétrole aujourd'hui, ont compris qu'il fallait faire une transition et sont en train de s'adapter pour aller vers le pétrole, donc pour aller vers les énergies renouvelables. Donc on a clairement un potentiel. Mais je serais plus inquiet que vous sur l'investissement, parce que malgré tout, la Chine va continuer à investir massivement, parce que la Chine s'en fout complètement de toutes ces injonctions. Au niveau production, la Chine c'est pas génial. On va pouvoir investir ailleurs. Le problème, c'est que comme on sait qu'on doit se passer de pétrole à horizon 10 ou 15 ans, on fait des investissements très courts qui sont rentables très vite. Ouais. Et là, on n'en a pas beaucoup. On en a en Russie, c'est raté. On en a aux États-Unis, dans les pétroles de schiste. Mais aujourd'hui, cette production est contrainte parce que les meilleurs champs ont été exploités et qu'en plus, les investisseurs demandent de la rentabilité aux acteurs. Et donc, il nous reste que le Moyen-Orient, le cœur du Moyen-Orient, et il faut que le prix soit élevé pour qu'il développe du pétrole. Il n'en reste pas moins qu'en France, les banques, elles sont attaquées sur la politique climat. C'est le cas de BNP, qui est poursuivi par Oxfam, les Amis de la Terre et Notre Affaire à tous, qui considèrent que la banque n'a pas suffisamment fait évoluer sa politique climat. On écoute l'analyse d'Aude Kersulek.
Les ONG demandent à la BNP d'arrêter de financer des projets d'extraction, donc de nouveaux projets d'énergie fossile, pétrole et gaz, et de contraindre ses clients, les Total Energy, Chevron, Exxon, à fournir un plan de sortie du pétrole et du gaz d'ici à 2050. Pour les ONG, ça n'est pas impossible. Ça a été fait dans le charbon. La banque BNP que nous avons contactée nous dit qu'elle est engagée dans une trajectoire de sortie des énergies fossiles. En 2030, elle aura moins d'1 milliard d'euros d'encours de crédit liés aux énergies fossiles. Concernant le pétrole, la banque nous précise qu'il n'y aura plus de financement de projets d'exploration à partir de maintenant. Elle compte aussi réduire de 30% ses investissements dans le gaz. Mais justement, il y a des divergences entre les ONG et la banque sur la façon de comptabiliser les engagements climatiques, notamment sur le gaz. Pour les ONG, il s'agit d'une énergie fossile, donc à bannir, tandis que la banque se base sur la taxonomie européenne, disant que le gaz est une énergie de transition. Et puis deuxième élément de divergence sur les activités de BNP. Pour l'instant, ces engagements ne concernent que les activités de prêt bancaire. Pas d'annonce officielle concernant les autres services financiers que peut fournir BNP, les émissions d'obligations, les investissements en actions. Mais c'est en débat, nous dit-on, en interne. Merci Aude, de la zone grise. Vous êtes plutôt dans le camp du gouverneur du Texas ou dans le camp d'Oxfam, Jean-Marc Daniel? Je suis assez rarement dans le camp d'Oxfam, mais dans cette affaire aussi. Pourquoi je ne suis pas dans le camp d'Oxfam? Parce que je pense que, même si le problème est un problème réel, et on l'a dit, il y a un problème de réchauffement climatique. Vous êtes écolo maintenant, on est d'accord? Je suis écolo-réaliste, je ne suis pas pagano-gauchiste. C'est-à-dire, je ne suis ni pour détruire le capitalisme, ni dans une vision païenne du retour à une nature fantasmée. Mais je pense que, effectivement, ce qu'il y a derrière tout ça comme hypocrisie, c'est d'attaquer la BNP, de mettre en cause Total, de remettre en cause l'État, alors que, fondamentalement, tous ces gens, ils répondent à une demande. Concrètement, quand vous regardez le prix d'un litre d'essence en France, en 1972, à la veille du choc pétrolier, c'était 1,70 franc. Si vous regardez ce que ça représente en pouvoir d'achat, ça correspond à 1,85 €. C'est-à-dire que le prix de l'essence, malgré les chocs pétroliers, n'a pas augmenté. Et en revanche, le revenu a considérablement augmenté. C'est-à-dire que le pouvoir d'achat carbonifère a augmenté. Et donc, le seul véritable enjeu, c'est de véritablement détruire ce pouvoir d'achat carbonifère, c'est-à-dire détruire l'intérêt qu'on a à consommer du carbone. Et donc, augmenter les taxes et la taxe carbone notamment. Créer une taxe carbone, et aller jusqu'au bout dans la logique de la taxe carbone. Mais vous ne pouvez pas le faire politiquement, malheureusement. Oui, mais ça, c'est le réflexe et la réponse de tous les lâches. C'est-à-dire, le peuple ne comprend pas. C'est dommage, je ne peux pas faire de réforme. Il comprend, sauf le peuple ne comprend pas. Sauf qu'il descend dans la rue, les gilets jaunes, quand vous envisagez de créer une taxe carbone sur le pétrole. Oui, mais je pense que effectivement, alors le discours sur la pédagogie aussi, il comprend pas. On va faire de la pédagogie. Tout ça, c'est ridicule. À un moment donné, il faut effectivement être clair. Il faut, comme le disait Jacques Rueff, soyez libéral. Soyez socialiste, mais surtout ne soyez pas menteur. Si on ment systématiquement à un peuple, le peuple ne comprend pas. En revanche, si on lui dit les choses clairement, les Gaulois réfractaires, ils sont capables de comprendre. Ils ont passé 55 jours confinés quand on leur a expliqué que leur santé était en jeu. Ils sont prêts à comprendre que s'ils ne peuvent plus respirer dans 20 ans, il va falloir faire quelque chose. Quand on voit une nouvelle comme ça pour la BNP, ça rend dingue, quoi. Ça rend dingue parce qu'on voit bien qu'on va dans le mur, quoi. On voit bien qu'on est en train de répondre à des injonctions qui nous obligent à arrêter d'investir dans des secteurs dans lesquels on a des besoins et qui vont accroître notre dépendance par rapport aux États-Unis, qui vont accroître notre déficit par rapport aux États-Unis, par rapport à la Chine. Et ça veut dire encore une fois, que l'Europe va se retrouver à la traîne dans une impasse totale. Benjamin Louvet, votre collègue Alexandre Andlauer, nous dit parfois que le pétrole va monter dans 3-4 ans à 300-400 $ le baril. C'est votre analyse aussi? On est en fait, ce débat le montre bien, dans une problématique de choix de société. Mais il faut faire un choix éclairé. Pour faire un choix éclairé, il faut connaître un tout petit peu les lois physiques du pétrole. Un principe de base, c'est qu'un puits de pétrole, si vous ne faites rien, tous les ans, sa production baisse de 4 à 5%. Donc arrêter d'investir dans le pétrole, ça veut dire qu'à partir de maintenant, tous les ans, il faut que notre consommation de pétrole, elle baisse de 4 à 5%, puisqu'aujourd'hui, on produit à peu près ce qu'on consomme. Aujourd'hui, on ne sait pas faire ça. Donc ça veut dire soit accepter un prix d'énergie beaucoup plus cher, soit aller à la rupture économique. Parce que s'il n'y a plus d'énergie, l'économie s'effondre. Et aujourd'hui, le problème qu'on a, c'est qu'on a beau avoir accéléré sur la transition énergétique, les solutions de remplacement aux énergies fossiles ne sont pas du tout à l'échelle des besoins.
Donc il faudrait à l'avenir rattraper le retard et installer chaque année 4 à 5% de notre consommation d'énergie fossile en nouveaux renouvelables, plus la croissance de la demande liée à la croissance économique. Ça, c'est pas possible. Donc, je ne dis pas que c'est pas possible, c'est une question de choix de société. On dit aujourd'hui construire plus que 6 réacteurs nucléaires en France, c'est impossible, mais dans les années 70, on en a construit 50 en un peu plus d'une dizaine d'années. C'est un choix de société. Mais il faut que ce choix soit éclairé, et il faut savoir que décider aujourd'hui de demander l'arrêt total aujourd'hui de l'investissement dans le pétrole, ça veut dire aller probablement vers une rupture économique qui sera catastrophique pour tous. Si c'est ce qu'on veut, il n'y a pas grand-chose à dire. En tout cas, il faut se débarrasser du pétrole. Ce qui est intéressant quand même, c'est que malheureusement, des fonds comme les vôtres peuvent pas... Enfin, vous dites, vous pouvez le faire, mais vous ne le faites pas. C'est-à-dire qu'il y a une sorte aussi de discours qui est un peu ambivalent. Non, moi j'investis pas dans les sociétés, donc je finance pas. Moi je m'expose à la performance de la matière première en elle-même. Mais par contre, on peut faire plein d'autres choses intéressantes. On investit aujourd'hui, on propose de s'exposer aux métaux. On sait que la transition énergétique va demander énormément de métaux et qu'aujourd'hui on n'est pas prêt du tout. L'Europe encore moins que les autres. Mais ce que dit Marc, c'est que vous cédez à la pression. Vous cédez à la pression en n'allant pas sur le pétrole. C'est pas de leur faute. Hein. Mais ils n'ont pas de leur faute. Il y a beaucoup d'investisseurs institutionnels qui n'ont plus le droit d'investir dans des sociétés de gestion qui ne répondent pas à ces injections. On dit la même chose que Jean-Marc tout à l'heure. En fait, on répond à une demande. Aujourd'hui, les investisseurs veulent des investissements qui sont orientés vers la transition énergétique. On fait des investissements qui sont orientés vers la transition énergétique. C'est la demande de nos clients. Pas le choix. On est là pour ça. Jean-Marc. Oui, mais moi je pense que ça va au-delà du choix de société. Si véritablement le discours du GIEC est avéré, si le discours du GIEC est scientifique, l'enjeu c'est pas une société, l'enjeu c'est la survie même de l'humanité. C'est-à-dire que d'après le GIEC, un tiers des réserves de pétrole prouvées va détruire, si on consomme au-delà d'un tiers des réserves de pétrole prouvées, on va détruire le climat dans des proportions telles qu'on sera dans l'incapacité d'assurer la survie de l'humanité sur des pans entiers de la Terre. Donc, ils l'ont changé, là, c'est plus le même. Ils l'ont changé, il a parlé avec sa fille. Oui. Il a parlé avec sa fille. C'est plus Jean-Marc Daniel. Il a changé. Non mais attendez, vous nous avez changé, Jean-Marc Daniel, là. Je n'ai jamais été climato-sceptique, j'ai toujours été climato-réaliste. Oui. Je pense qu'effectivement, le véritable piège, c'est de tomber entre les mains de ce que j'appelle les pagano-gauchistes, donc les gens qui effectivement développent un discours dans lequel ils utilisent l'écologie pour détruire le système capitaliste. Sandrine Rousseau sort de ce cas. Voilà. Et donc, moi, je ne suis pas Sandrine Rousseau, je suis Jean-Jacques Rousseau. Respectons la nature et respectons le marché. Non, mais on est d'accord, c'est un choix. C'est pas un choix de société à long terme, mais il faut qu'on fasse aujourd'hui un choix entre une transition ou une rupture. On peut encore organiser une transition et baisser progressivement l'investissement dans le pétrole pour baisser la consommation de pétrole. Mais aujourd'hui, on est en train de choisir la rupture. Oui, je suis d'accord. On peut encore réagir, mais pour éviter la rupture, il faut réagir vite.